6 juin 1944, le jour J. Les forces alliées débarquent en Normandie. C'était un matin brumeux. Soudain, nous avons vu un mur de navires avancer vers nous. C'était beau et sinistre à la fois. Ils nous tiraient dessus. Nous étions en bas, à côté de la barge. Nous avons regardé la falaise et un des hommes a lâché « Putain de merde ». Alors qu'on allait vers la rive, la barge à bâbord a explosé et des morceaux de bois, de métal et de corps humain nous sont retombés dessus. Dès que la rampe de la barge s'est ouverte sur la plage de Bloody Omaha, on a été accueillis par une pluie de balles de mitrailleuses. On entendait les zip-zip des balles qui nous manquaient et finissaient dans l'eau. J'avançais dans une eau rouge de sang qui m'arrivait au cou. Je mesure 1m78, je tenais mon fusil au-dessus de la tête. Nous avons fait un véritable carnage. Il n'y a pas d'autre mot. Ils n'avaient aucune protection, alors que nous tirions de nos postes bien à l'abri. Ils n'avaient aucune chance. C'est malheureux. Cette plage a été baptisée Easy Red. Il aurait été plus approprié de l'appeler Dark Red. Les plages de Normandie, lieu de la bataille décisive. Les troupes hitlériennes vont-elles tenir ou bien les Alliés réussiront-ils à libérer l'Europe? Pour les deux camps, ce sera le jour le plus long. C'est sur la plage d'Omaha Beach qu'il y a le plus de victimes. Le lendemain du débarquement, un soldat américain trouve une Bible dans le sable. Il parvient à retrouver la famille de son propriétaire. Il a ramassé la Bible comme tout le monde l'aurait fait, afin qu'elle ne soit pas détruite. Et il a trouvé le nom de mes parents et leur adresse à Bedford, en Virginie. Et il l'a renvoyée en y joignant une gentille lettre. Ma mère a conservé cette Bible comme un trésor. Bedford Hobback n'est pas la seule victime au sein de cette famille. La maison était remplie de monde. Nous étions tous en larmes, effondrés par la mort de mon frère. Le lundi, ma sœur et moi avons fabriqué de la crème glacée afin de réconforter un peu nos parents. Et c'est alors que nous avons reçu un second télégramme annonçant que notre jeune frère était porté disparu. Le corps de Raymond Hobback ne sera jamais retrouvé. Nous avons appris que Raymond avait été blessé sur la plage, mais qu'il aurait pu survivre à sa blessure. Il a été laissé sur place afin que les secours l'évacuent en Angleterre. Mais il a été emporté par la marée haute et il s'est noyé. La Normandie et ses côtes escarpées.
Cette bande côtière se prête si peu à un débarquement que les Allemands négligent sa défense. Seul l'arrière-pays compte quelques positions fortifiées. Au printemps 1944, les soldats allemands postés dans la région se sentent relativement en sécurité. Je me souviens que quelques jours avant le débarquement, un de nos avions de reconnaissance touché au-dessus de l'Angleterre avait réussi à traverser la Manche et à atterrir en catastrophe dans notre zone militaire. À peine avions-nous sorti le pilote de l'appareil qu'il nous a révélé que les ports britanniques étaient pleins à craquer de navires. Eh bien, nous ne l'avons pas cru. On a pensé qu'il avait des hallucinations à la suite du choc qu'il venait de subir. En 1944, la chance a depuis longtemps quitté les troupes allemandes. Sur le front de l'Est, la débâcle totale menace. L'œuvre de destruction lancée par Hitler se retourne impitoyablement contre l'Allemagne. Vengeance pour une souffrance indescriptible. Craignant une attaque par l'ouest, Hitler fait fortifier la côte de la Norvège à l'Espagne. Il en confie le commandement suprême à Erwin Rommel, un de ses officiers les plus méritants. Le feldmaréchal inspecte le mur de l'Atlantique, bastion de la forteresse Europe. Son jugement est très critique. Tout d'abord, il a constaté que les avant-postes, c'est-à-dire les plages, étaient pratiquement sans défense. Il n'y avait aucun obstacle. Les Alliés auraient pu débarquer avec des barges et progresser jusqu'au bunker. Rommel ordonne la fortification des plages. Cependant, il ne peut rien contre le manque d'expérience au combat de nombreuses unités. Personnellement, je redoutais d'aller au feu avec mes hommes. Seuls 10% des soldats avaient déjà combattu et avaient été blessés. 50% étaient des adolescents de Dresde et de Leipzig, nés en 1926. Ils avaient à peine 18 ans. C'étaient tous des jeunes de mon âge. Je pensais que le jour où je serais appelé sous les drapeaux, la guerre serait finie depuis longtemps. Mais je m'étais lourdement trompé. Un sous-officier nous a lancé. Vous valez moins que rien, pas plus qu'une pièce de 10 sous. La crotte de la marmaille. Il me suffit d'envoyer une carte postale pour en faire venir d'autres comme vous. Voilà pourquoi vous valez moins que rien. Chers parents, depuis 3 semaines, nous trimons sans répit à nos postes. Le paysage est magnifique. Si les Anglais débarquent ici, je ne m'inquiète pas trop pour mon baptême du feu. Je vous embrasse. Franz. Franz Wilden, 18 ans, est convaincu de la victoire allemande. Il a entièrement confiance en la forteresse Europe. La dernière fois qu'il est venu en permission, je l'ai raccompagné à la gare de Metternich. Alors que j'attendais sur le quai, il m'a salué par la fenêtre en disant qu'ils étaient si forts qu'aucun Anglais ne pourrait débarquer. Winston Churchill, Premier ministre britannique, ne partage pas cet avis. Il veut à tout prix un débarquement.
Un état-major de planification, baptisé du nom de code GOSAC, a planché durant des mois, des années même, pour mettre au point le meilleur plan d'invasion du continent. De nouvelles machines de guerre sont inventées pour cette mission. Les troupes s'entraînent pour un débarquement à haut risque. Elles se trouvent sous le commandement de Bernard Law Montgomery, l'homologue de Rommel chez les Alliés. Monty pensait que Rommel attaquerait nos troupes avec ses blindés directement sur la plage. Il nous fallait donc établir le plus rapidement possible des têtes de pont vers l'intérieur, ce qui exigeait un débarquement avec des forces considérables. Le ravitaillement est assuré par les États-Unis. Des milliers de tonnes de matériel de guerre sont acheminées par bateau vers l'Angleterre. Le général Eisenhower se rallie au plan de débarquement mis au point par les Britanniques. Néanmoins, des dissensions éclatent rapidement. Au cours de la préparation de l'opération, Eisenhower et Montgomery étaient en profond désaccord sur l'attribution du commandement suprême des forces terrestres. Les deux hommes aspiraient à cette haute responsabilité, ce qui n'a pas manqué de susciter des tensions. À Southwick House, siège de l'état-major des Alliés, on élabore des scénarios dans les moindres petits détails. Le déroulement même de l'opération Overlord suscite des désaccords. Deux plans d'intervention s'opposent et donnent lieu à de vives discussions. Montgomery considérait Ike, Eisenhower, comme un général politicien qui ne connaissait rien à l'art de la guerre. Monty voulait concentrer l'invasion au nord afin de libérer Anvers et de progresser vers l'intérieur, alors qu'Eisenhower prônait un débarquement sur un large front. Les débats étaient houleux. Once again, safely convoyed by the British and Canadian navies, a large number of reinforcements from Canada had arrived. Des centaines de milliers de soldats sont acheminés par bateau vers l'Angleterre. Ils viennent de nombreux pays, mais la plupart sont américains. Les États-Unis n'étaient pas... Alors qu'en 1945, ils étaient 10 millions. Leur instruction, faite tant bien que mal, était forcément insuffisante. En Virginie, les volontaires sont nombreux. « 50 pour la seule bourgade de Bedford. Ils passent en conseil de révision au bureau de recrutement. Tous sont incorporés, même les mineurs. Robert Sales est un des plus jeunes. Je voulais partir de chez moi et je n'aimais pas l'école. On m'a dit de m'inscrire à la National Guard car elle acceptait les mineurs. Sauf que le 3 février 1941, la National Guard a été intégrée dans l'armée. Mes parents ont souri en recevant le dossier de candidature. Ils m'ont dit qu'on ne pourrait pas m'incorporer dans l'armée à 15 ans. J'y suis retourné quelques jours plus tard. J'ai remis le document à l'officier. Il l'a lu et il m'a demandé « Vous avez 18 ans ?» J'ai répondu « Oui ». Il m'a dit « Très bien, on vous prend ». Les frères Hobach sont également originaires de Bedford. Il voulait suivre son frère aîné.
Ils avaient quitté la maison ensemble. Ils étaient tout le temps fourrés ensemble. Ils étaient très proches. Ils sont partis tous les deux à la guerre, persuadés de revenir. Ils n'ont jamais songé qu'ils pourraient mourir au combat. Mes parents, eux, étaient très inquiets. Les jumeaux Ray et Roy Stevens se portent également volontaires. On nous a prévenu que ce serait dur, que certains seraient blessés, que d'autres y laisseraient leur vie. Mais nous ne pouvions pas imaginer ce que nous avons vécu. Nous savions que c'était sérieux, car on nous faisait subir un entraînement très pénible. Nous voulions participer à cette mission impossible, la mener à bien, puis rentrer chez nous et fonder une famille. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. En Angleterre, les soldats sont soumis à un entraînement intense sans savoir à quelle mission on les prépare. Nous ignorions pourquoi on nous entraînait. Les tentes poussaient comme des champignons et les soldats affluaient du monde entier. Indiens, Pakistanais, Sud-Africains, Australiens, Néo-Zélandais. On sentait qu'une opération de grande ampleur se préparait. Au fil des entraînements, on se posait de plus en plus de questions, car les falaises étaient de plus en plus hautes. Or, personne ne nous apprenait à escalader. On nous disait juste « Allez, grimpez !» La décision d'entamer la libération par un débarquement en Normandie est tenue secrète jusqu'au dernier moment. Les Allemands ne se doutent de rien. Un mois avant le débarquement, lors de la réunion de la compagnie, le lieutenant Klaus nous a annoncé « Les Américains arrivent. Nos avions de reconnaissance signalent un immense rassemblement de troupes dans le sud de l'Angleterre. Mais nous ne savons pas par où ils vont arriver. » Hitler, lui, est convaincu que le débarquement aura lieu à Calais. Il pense en avoir des preuves irréfutables. Notre plan de diversion était très habile. Nous avons fait croire à un débarquement dans le Pas-de-Calais, la région la plus proche et donc la plus accessible depuis l'Angleterre. Les Alliés rassemblent des troupes face au Pas-de-Calais pour faire illusion. Pour tromper l'ennemi, on disposait de faux engins militaires. On leur faisait faire la navette comme si on était en train de préparer une armée pour le débarquement. L'illusion est parfaite. Les avions de reconnaissance allemands repèrent un adversaire qui n'en est pas un. En Normandie, la veille du jour le plus long, les troupes allemandes ne se doutent de rien. Le soir du 5 juin 1944 a été une soirée comme les autres. Nous n'avions pas l'impression d'être en guerre. Un camarade jouait de l'harmonica. Nous avions aussi un gramophone et des disques avec nos musiques préférées. Aujourd'hui, je me rappelle encore certaines chansons comme « Wenn der weiße Flieder wieder blüht ». Au même moment, l'opération est déclenchée. Des troupes spéciales se préparent à intervenir derrière les lignes allemandes.
Leur cri de guerre, à notre tour de jouer. Votre tour est terminé, salauds d'Allemands. Leur but, protéger les flancs. Les Alliés doivent s'emparer d'un maximum de ponts. On nous a expliqué l'importance stratégique de ces ponts. En les prenant, on empêchait l'armée allemande d'attaquer par le flanc est nos troupes qui venaient de débarquer. Les Allemands étaient alors contraints d'envoyer leurs unités amassées à Caen et celles stationnées plus au sud, et de nous attaquer de front. On a décollé de Tarrant-Rushton le 5 juin à 11 h du soir. Nos planeurs étaient tractés par des bombardiers Halifax. Le ronflement des moteurs résonnait en écho dans nos oreilles. Mais aussitôt largués, il ne régnait plus qu'un immense silence. Le pont de Bénouville, ou pont Pégase, est l'un des plus stratégiques. Le pont Pégase était gardé par 2-3 soldats au maximum. Alors, imaginez-vous un peu la situation. Ces hommes somnolent à leur poste et soudain l'attaque surprise est lancée. Ils sont terrorisés. Ils n'ont jamais vécu ça. Un officier a crié « Levez les pieds !» Nous avons tous levé les pieds, car ces planeurs étaient faits uniquement de bois et de toile. En atterrissant, ils ont volé en éclats. De ces planeurs sont sortis des soldats d'élite. Le visage peint en noir. Ils se sont chargés sans façon des 3 sentinelles qui gardaient le pont. Ils les ont massacrés. Et le pont est ainsi tombé aux mains des Britanniques. L'opération terrestre des Britanniques est un succès total. Pour les Américains, en revanche, c'est la débâcle. Des pilotes confient aux actualités leurs impressions sur la zone de combat. About these gliders, how did they throw those in there? Oh, that was beautiful. They'd bring them up, and where they'd flooded it, they'd just jump over it with the gliders and land it beyond. And flooding was very little use, as far as I could see. But Jerry flooded the whole area over there. Well, he didn't flood the whole area, but he flooded enough to make it nasty if we didn't have gliders. Impossible d'évaluer la profondeur de l'eau en altitude. Des milliers de parachutistes sautent au-dessus de zones inondées. J'ai à peine eu le temps de voir s'ouvrir mon parachute et de regarder en bas que déjà je m'enfonçais dans l'eau. Je devais me tenir sur la pointe des pieds car l'eau m'arrivait sous le nez. Ensuite, j'ai essayé de dégager les sangles des cuisses, mais sans succès. Elles avaient rétréci dans l'eau. Je me suis souvenu que j'avais un couteau à la jambe et j'ai prié. Seigneur, fais que le couteau soit toujours là. J'ai repris mon souffle, j'ai mis la tête sous l'eau et j'ai senti mon couteau. J'ai repris de l'air, puis j'ai replongé pour tenter de sectionner la sangle. Mais le couteau ne coupait pas. J'ai commencé à paniquer. Je voulais appeler à l'aide, mais je me suis dit que c'était stupide. Je me suis dit aussi que si le couteau ne coupait pas, c'est qu'il y avait une raison. J'ai tâté la lame et je me suis rendu compte que je coupais avec le dos. L'avion a dévié. Du coup, nous avons sauté à 8 km de l'endroit prévu. Je ne sais pas si le pilote dormait. En tout cas, il nous a lâchés au-dessus d'une ville. Le ciel était noir de parachutistes. Il allait falloir se battre à la vie et à la mort. Les hommes et le matériel, tout tombait
avec nous, autour de nous, et les Allemands qui étaient là, bien sûr, vidaient les chargeurs sur tous ces gars qui tombaient dans le cours de la descente, et après ils tiraient au sol, et les balles, ça sifflait partout. Alors c'était la panique générale. À Sainte-Mère-Église, nous avons aperçu un parachutiste accroché au clocher de l'église. Il ne bougeait pas. Tant mieux pour lui, car nous avons cru qu'il était mort. J'ai atterri sur l'église, plus violemment que je ne l'aurais voulu. Puis j'ai glissé au bord du toit et j'ai vu ce qui se passait en bas. Le clocher de l'église sauve la vie de Ken Russell. Peu de ses camarades auront cette chance. Alors que je me trouvais sous le tilleul, j'ai entendu un bruit de branches cassées et j'ai vu un parachutiste qui tombait à travers les branches de l'arbre et qui est resté suspendu, je dirais, les pieds à 2 mètres, 2 mètres 50 du sol. Mais à côté de moi, il y avait 2 Allemands avec des mitraillettes et avant que le gars ait fait le moindre geste, il était criblé de balles. La scène la plus horrible, c'est quand je les ai vus tirer sur 3 parachutistes accrochés à des poteaux. La scène ressemblait à la crucifixion. Ces 3 paras étaient accrochés là, comme 3 crucifiés. Au cours de la nuit, la catastrophe de Sainte-Mère-Église fait les premières victimes alliées. Un prélude bien sanglant à l'invasion qui commence au petit jour sur les plages. On m'a prévenu à minuit. J'avais repéré à 1 kilomètre de la côte un arbre sur lequel je pouvais facilement grimper. J'ai regardé avec les jumelles, mais il y avait du brouillard. Vers 5h30, il y a eu un peu de vent. Et j'ai cru être victime d'une hallucination. J'ai vu les milliers de bateaux qui étaient arrivés au large de la côte. L'armada des Alliés. À ce moment précis, j'ai pensé que le monde entier se dressait contre nous. 185 000 soldats grimpent dans les barges d'assaut pour le débarquement. Dès que les barges étaient mises à l'eau, elles étaient secouées comme des fétus de paille. La mer était démontée. Il y avait des creux de 6 mètres. Nous étions transis par l'eau glacée de la Manche. Les barges s'enfonçaient trop profondément. Les pompes n'arrivaient pas à évacuer l'eau. La barge était bondée. Certains hommes portaient l'équivalent de leur poids en matériel. Finalement, les hommes ont dû ôter leurs casques pour écoper l'eau afin de ne pas couler. Ils ne savent pas s'ils se reverront. Je descendais l'échelle de corde pour accéder à la barge lorsque mon frère m'a tendu la main. Je lui ai dit qu'on se serrerait la main à Vierville ou en traversant une route. Nous avions prévu de faire comme ça. Je ne lui ai donc pas serré la main. À présent, je le regrette profondément. J'aurais dû le faire. Il a baissé la tête comme s'il pressentait que ce serait la fin. Un lieutenant est arrivé blanc comme un linge et il a dit « ça va barder ». J'ai dit « camarades, récitez vite à notre Père. Voilà le Sanctus ». À Omaha Beach aussi, les Allemands gagnent leur poste de combat.
Je me souviens d'avoir dit à un de mes camarades, Siegfried, sur un cuirassé, il y a plus de canons que notre armée n'en dispose dans cette zone, et même dans toute la région. Nous ne faisions pas le poids par rapport à eux. Les Américains pilonnent sans relâche les positions allemandes pour favoriser le débarquement. On ne voyait plus qu'une muraille de feu. La mer n'était plus qu'une suite d'éclairs. Les obus pleuvaient et on se terrait dans la tranchée. Sur le moment, je me suis dit que je n'y survivrais jamais. Et j'ai prié très fort. C'est un véritable enfer. On ne bouge plus et on attend. On se résigne en quelque sorte. On attend la fin, qu'un obus nous tombe dessus. Les avions de soutien déferlent. 12 000 tonnes de bombes sont larguées, mais beaucoup manquent leur objectif. Malheureusement, le brouillard était si épais ce matin-là que les pilotes craignaient de bombarder leurs propres troupes. Du coup, avant de procéder au largage, ils comptaient 1001, 1002, 1003. Sauf que leurs bombes sont tombées à 10 km au sud de la plage et ont tué quelques vaches normandes. Les Alliés s'étaient dit que le débarquement serait une promenade de santé. Ils pensaient qu'après l'intervention massive des canons de la marine et des bombardiers, nous allions offrir une faible résistance. Mais la réalité a été bien différente pour eux. Après le déluge de feu, lorsque les premières barges d'assaut se sont dirigées vers la côte, nous avons pu organiser la riposte. J'avais une mitrailleuse polonaise à refroidissement par eau, très lourde. Je me suis concentré sur mon arme. J'ai vérifié que tout marchait bien. Je me souviens très bien du moment où ce camarade est entré pour me dire « Franz, attention, il débarque ». Dès que la rampe tombait, les mitrailleuses allemandes visaient la sortie de la barge. Le lieutenant était tué tout de suite, ainsi que plusieurs hommes autour de lui. Quant aux embarcations qui s'ouvraient par une rampe, il suffisait de viser au milieu. J'ai posé le pied sur le sable derrière un barrage anti-char. À ma droite, j'ai vu le soldat Robert Dietmar regarder en l'air et crier « Je suis touché, maman !» Puis il s'est tu. Les premiers qui ont débarqué n'ont pas eu de chance. Presque aucun n'a survécu. Je dirais même aucun, car toutes nos armes fonctionnaient encore à ce moment-là. Nous devions franchir 300 à 400 mètres de sable avant de pouvoir nous mettre à l'abri. Impossible de faire marche arrière. Il fallait avancer. On n'avait pas le choix. Et on prie pour ne pas recevoir de balles dans l'estomac ni à la tête. On se dit qu'il vaut mieux être touché à un bras ou une jambe. Je leur abandonne volontiers un bras ou une jambe. Mais surtout, ne me touchez pas à l'estomac, ni à la tête, ni à la gorge. Un obus de 88 mm a explosé devant moi et un éclat m'a arraché la joue et la partie gauche de ma mâchoire supérieure. J'avais un trou dans le palais, la langue fendue, et j'ai passé le reste de la bataille la bouche pleine de morceaux de dents et d'os. Le même obus a tué un copain de ma compagnie qui me précédait de peu sur ma gauche, Bedford Hobback, de Bedford, en Virginie.
Ray Stevens, de Bedford, compte aussi parmi les premières victimes. Mon frère avait juste 19 ans. Les volontaires de Bedford formaient une grande famille. Ils ont tous été tués en l'espace de 15 minutes. Nous étions bien entraînés, mais les balles ne font pas la différence. La plage était couverte de corps. Or, les barges ne cessaient de débarquer des troupes. La plage était jonchée de cadavres et ils envoyaient de nouveaux soldats. Ils voyaient bien qu'aucun de leurs hommes ne progressait. Les commandants alliés envoient des vagues de barges déverser des troupes fraîches dans la bataille. Soudain, j'ai vu de la fumée et du feu. Et j'ai eu l'impression de voir les cadavres. Je n'y voyais pas très bien. J'ai baissé la tête et j'ai lancé au capitaine. Je ne vois aucun trou, aucun abri sur cette plage. Elle est juste couverte de cadavres. La falaise devrait être sous le feu. Il m'a répondu que quelque chose ne tournait pas rond. Je me souviens très bien de ces petites embarcations qui transportaient 6 soldats de chaque côté. Et ces 12 hommes tenaient leurs fusils entre les jambes. Et soudain, ils s'effondraient. Et cette image, mon Dieu, j'avais pitié de ces malheureux. Ce sont des scènes qu'il est impossible d'oublier et que je n'ai jamais oubliées. Alors que je sortais de la barge, Zappa Costa a hurlé « Je suis touché, c'est grave !» J'étais à 3 mètres peut-être, je me suis rapproché. L'eau autour de lui était rouge de sang et il s'est effondré. Je ne l'ai pas revu, je devais sauver ma peau. Je me suis retourné, la rampe était baissée. Les autres se précipitaient dehors et tombaient dans l'eau, fauchés par les balles de mitrailleuses. Sans bruit, sans excitation, c'était surréaliste. J'ai vu des hommes dont le ventre avait été ouvert par un éclat d'obus et dont les tripes pendaient dehors. Je ne peux pas dire combien de cadavres jonchaient la plage, mais on aurait dit qu'on les avait semés là. Les Alliés ont d'ailleurs renoncé à prendre d'assaut notre falaise. L'entreprise était vaine et il y avait déjà trop de morts. On parle de 98% de pertes. La mitrailleuse 42 pouvait tirer 3000 balles à la minute. 3000. En examinant les cadavres ennemis, on s'est rendu compte que les balles d'une salve s'encastraient les unes dans les autres. Le sergent Clarence s'est agenouillé et s'est mis à prier avec son chapelet. Une mitrailleuse installée dans une tranchée sur la falaise l'a littéralement coupé en deux. En voyant ça, je me suis dit, là ça va être mon tour, faut pas qu'il me repère. J'ai mis les mains sur la tête, visage contre le sable, et je n'ai pas bougé pendant une demi-heure. Un mitrailleur qui voit l'ennemi foncer vers lui se dit simplement que s'il ne tire pas, c'est lui qui sera abattu. C'est la seule chose à laquelle on pense dans ce genre de situation. On ne se dit jamais qu'on est en train de faire du mal ou qu'on est en train de tuer des êtres humains. On tire pour rester en vie soi-même. On ne lâche plus la gâchette. 1000 soldats américains périssent à Omaha Beach. La bataille dure plusieurs heures. Mais les Alliés finissent par percer les positions allemandes et à débarquer les troupes en sécurité. Les blessés se comptent par milliers.
Les Allemands ont également subi de lourdes pertes. Les soldats de base comme moi sentaient bien qu'on ne pourrait pas les repousser vers la mer. Nous n'avions aucune chance. Via 5 têtes de pont, les Alliés investissent 60 km de côte. « 200 000 soldats descendent à terre. Les premiers villages libérés. L'accueil n'est pas toujours aussi chaleureux qu'escompté. Les habitants libérés ne se montrent pas tous enthousiastes. Nous n'avons pas toujours été accueillis avec enthousiasme. Une des raisons, c'est que beaucoup de villages avaient été détruits et que les habitants avaient été arrachés à leur vie paisible. Tout le bétail avait été anéanti. Tous les chevaux avaient été massacrés. Les habitants ont vécu un véritable cauchemar. « 10 000 civils ont péri sous les bombes alliées. On n'imagine pas des enfants mourir. Alors quand on les voit souffrir et mourir, c'est quelque chose d'atroce, qui reste, c'est une image qui reste pour la fin des temps. Toute la population a trouvé que c'était trop, que démolir tout pour aboutir à une libération qui n'était pas une libération complète, puisque la guerre a duré encore. En Normandie, la bataille fait rage durant des semaines. Des soldats allemands battent en retraite. Ils craignent la vengeance. Leurs adversaires se montrent parfois impitoyables. Nous ne faisions pas de prisonniers. Quand des Allemands se rendaient, on les tuait. Nous étions furieux après le carnage du débarquement. Les Alliés ont l'avantage d'être les maîtres incontestés dans le ciel. Je n'oublierai jamais combien c'était déprimant pour nous. Nous n'avions aucun moyen de défense. Il n'y avait pas un seul chasseur allemand dans les airs. Et la DCA ne tirait plus. Ils ne nous voyaient jamais venir. On tirait sur des soldats isolés, sur des soldats dans les camions, dans les colonnes, dans les trains. Vous n'avez pas idée des dégâts que peuvent infliger 8 canons d'avion qui mitraillent un groupe. J'en ai encore des cauchemars. Nous étions tous morts de peur. On craignait pour le peu de vie qu'il nous restait, pour cette vie de misère. Les actualités allemandes ne montrent rien de ce désespoir. Weitere deutsche Eingreifverbände werden zu einem groß angelegten Gegenstoß an den Feind herangeführt. Ces soldats doivent se montrer sûrs de la victoire. L'un d'eux s'appelle Franz Wilden. Son sourire sert la propagande, mais l'illusion est trompeuse. Franz avait aussi peu d'espoir que nous tous. Il pressentait la tournure des événements. Le 8 juin, la compagnie est prise dans une embuscade. Il a reçu une rafale de mitrailleuse dans le ventre. Il était coupé en deux au niveau de la ceinture. Il hurlait à faire pitié.
Il suppliait qu'on lui donne le coup de grâce, mais aucun de nous n'a pu le faire. Les camarades abandonnent Franz Wilden et se rendent peu de temps après. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es entouré de camarades blessés ou morts. Je me suis levé et j'ai crié « Help me, help me ». Un groupe de 5 Américains est arrivé. On nous avait prévenu qu'ils nous trancheraient la gorge. Mais je garde un excellent souvenir de ces hommes. Ceux qui sont faits prisonniers ont de la chance. Pour ces soldats, la guerre est terminée. Ils survivent à la bataille de Normandie. En août 1944, la famille Wilden reçoit une lettre. Nous sommes au regret de vous annoncer que le fantassin Franz Wilden est porté disparu. Puisse le destin avoir épargné le pire à votre fils. Ce fut une période effroyable pour ma mère, surtout lorsque nous avons appris qu'il était porté disparu. Pendant 2 ans, nous avons gardé l'espoir de le voir revenir à la maison. Des dizaines de milliers de soldats allemands ont été tués au cours de la bataille de Normandie. Beaucoup sont enterrés de façon anonyme, victimes d'une guerre où ils se sont battus contre leur propre libération. Souvent, ceux qui survivent ne perçoivent le tragique de cette guerre que bien plus tard. Toute guerre est malsaine. C'est un crime d'envoyer des hommes en tuer d'autres. Quand j'y songe aujourd'hui, je me demande parfois combien il y a eu de morts. J'ai beau réfléchir, je ne peux pas donner de chiffres. Je ne pourrais même pas donner une évaluation. Il y en a sans doute eu énormément. À Bedford, en Virginie, les blessures de la guerre ne sont pas cicatrisées non plus. Ça a été très dur, surtout pour ma mère. Elle était effondrée, elle pleurait tout le temps. Elle n'a jamais accepté la perte de ses 2 fils. Avec le temps, ça s'est amélioré. Quelquefois, elle allait à l'hôpital des vétérans, et quand elle voyait ces hommes, dont certains avaient perdu la tête ou étaient gravement blessés, elle nous disait qu'il y avait bien pire que la mort. Il y a des années, en arpentant la plage à Miami où j'habitais, je voyais parfois la plage couverte de sang. J'entendais les mitrailleuses. Je vivais des flashbacks très violents. Des dizaines de milliers de soldats alliés sont tombés en Normandie, victimes d'une guerre où ils combattaient pour la liberté des autres. En me promenant dans le cimetière, je me suis mis à pleurer. C'est la seule fois où j'ai pleuré. C'était un sentiment étrange. J'avais l'impression d'être enveloppé d'amitié. Le cimetière américain de Colville compte 12 000 tombes. Toutes les victimes ont la tête tournée vers l'ouest, vers leur patrie. Je suis revenu en 1994. Le dernier jour, on s'est rendu au cimetière et j'ai été sur les tombes de tous mes camarades, y compris celle du capitaine Ware.
En sortant du cimetière, je me suis dit, cela fait 11 jours qu'on est en France en bon patriote. Et demain, nous irons nous amuser à Paris avant de rentrer chez nous, alors que mes camarades, eux, resteront ici. La liberté n'est pas gratuite. Quelqu'un doit en payer le prix. Et ces jeunes l'ont fait pour nous. Je leur en suis infiniment reconnaissant. Et si ces hommes devaient le refaire aujourd'hui, ils n'hésiteraient pas. Car il fallait arrêter Hitler. À tout prix.